Bien, je crois que nous sommes en direct, en live, donc bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Union des Français de l'étranger, que je remercie au passage, webinaire au cours duquel nous allons parler immobilier, investissement immobilier, investissement malin dans l'immobilier, de façon investir de façon sécurisée, de façon une alternative, on va dire, à l'investissement locatif traditionnel. Je suis moi-même donc Amaury Calonne, associé au sein de la société Monetivia, société qui est spécialisée sur toutes ces questions de démembrement de propriété, experte sur ces questions d'achat et vente en nue propriété, et qui est une société spécialisée en ingénierie patrimoniale et en immobilier. On propose des solutions d'investissement à des investisseurs qui cherchent à s'affranchir ou à échapper aux inconvénients du locatif traditionnel et n'en prendre que la bonne substance, j'ai envie de dire. Et on a notamment lancé une solution en partenariat avec Allianz qui s'appelle le contrat Monetivia. Alors, quand on parle, donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter rapidement le principe de l'investissement en nue propriété. Et puis derrière, n'hésitez surtout pas, il est prévu que je puisse répondre à certaines questions, à un certain nombre de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Alors, quand on parle évidemment investissement immobilier, on pense à l'investissement locatif. Force est de constater que ces dernières années, les rendements et ce qu'on pouvait en attendre, il y a une forme de déception, parce que ces rendements sont partis à la baisse, eu égard à différentes raisons. On a constaté un recul des loyers parce qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui procèdent à des encadrements de loyers. Les coûts pour les propriétaires ont explosé ces dernières années et se sont exacerbés, on va dire, ce phénomène s'est amplifié ces derniers mois avec le contexte international et les charges de copropriété qui augmentent fortement, la taxe foncière qui a aussi beaucoup augmenté ces dernières années. Paris, par exemple, une ville comme Paris, Anne Hidalgo a annoncé plus 50% sur la taxe foncière pour 2023. Donc, tous ces coûts qui, évidemment, grèvent le rendement, c'est un premier sujet pour les propriétaires. Deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'ils ont payé ces charges et ces taxes sur le revenu foncier que vous percevez, eh bien, là, la fiscalité va s'opérer. Et pareil, en fonction de la tranche de votre taux marginal d'imposition, l'État se sert allègrement. Donc, vous ajoutez à ça tout le temps passé, l'énergie, la gestion et les risques locatifs de vacances et d'impayés. Quand on est loin, ça peut être un sujet. Eh bien, effectivement, vous avez des rendements qui sont extrêmement faibles au final. Là, je vous ai mis un petit exemple rapide sur un bien d'une valeur de 600 000 euros, ont mis en location avec un rendement brut de 3,5%, soit 21 000 euros brut de revenus fonciers sur l'année. Vous déduisez de ça les coûts, à peu près 20% d'assurance, de charges, de charges, travaux, taxes foncières, et puis en général, beaucoup passe par des agences pour mettre en location, donc ça coûte cher aussi, on laisse quelques pourcents des loyers. Une fois qu'on a retiré ces coûts et que sur le net, on passe la fiscalité. En non-résident, c'est un prélèvement de 20% minimum si c'est moins de 27 000 euros de loyer, 30% si c'est plus. Et sur ces 20%, vous ajoutez CSG, CRDS, prélèvement de solidarité. Et c'est encore plus de 6 000 euros dans l'exemple qui part en impôt. Rendement net final, 1,75. Sur les 21 000 euros, il vous reste 10 550. Et si en plus vous êtes à l'IFI, c'est 4 200 euros de moins, il vous restera plus que 6 350 euros. Donc un rendement d'1%. Autant dire que le jeu en vaut clairement pas la chandelle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se échapper à tout ça, c'est-à-dire tous les coûts, tout ce qu'on a évoqué là, qui effectivement vont faire du mal au rendement et, par rapport au montant brut de départ. L'idée est de pouvoir y échapper.
Alors, il y a un bon moyen de pouvoir y échapper, et c'est ce dont on va parler là, c'est effectivement la nue propriété, hein, investir en nue propriété, acquérir un appartement sous ce format-là, revient en fait à prendre tous les avantages du locatif et échapper à tous ces inconvénients. Alors, quel est le principe de ce type d'investissement? C'est assez simple. Vous achetez un bien à un vendeur qui vous dit, voilà, moi, je vais rester dedans un certain nombre d'années. On va fixer ces années et je vais vous les payer tout de suite. Je vais vous les payer tout de suite sous forme de décote. Donc, on va déterminer le loyer du bien, le loyer de marché de cet appartement, et on va le tirer sur la durée que se réserve le vendeur, et on va déduire cette valeur du bien. Un exemple, vous avez un bien qui vaut 500 000 euros, le vendeur vous dit, je prends le bien 15 ans, je vais l'occuper pendant 15 ans, et ces 15 années, on fixe les 15 années de loyer, à combien se louerait le bien, donnez-moi la valeur de ces 15 ans de loyer, valeur 180 000 euros, vous allez acheter le bien 500 000 moins 180 000 euros, 320 000 euros. Voilà le principe. Hein. L'idée, c'est un principe d'être pré-réglé immédiatement de la totalité des loyers nets d'impôts. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le principe juridique, c'est que vous n'allez pas mettre un bail en place avec ce vendeur. Hein. Vous allez vous appuyer sur un principe juridique qui existe, qui est dans le Code civil, qui est le démembrement de propriété. Lorsqu'on détient un bien en France, on le détient en pleine propriété. Et cette pleine propriété se décompose de deux droits. La nue propriété, je possède le bien, mais je n'en ai pas la jouissance. Je possède des murs. Et l'usufruit. L'usufruit, j'ai l'usage et le fruit du bien. C'est moi qui l'occupe. Et là, ce qui va se passer, c'est que le bien va être démembré. Donc, vous achetez la nue propriété du bien et vous laissez un usufruit temporaire à votre vendeur qui va être valorisé économiquement. Au terme de cet usufruit, vous récupérez le bien en pleine propriété. Comment est-ce qu'on valorise cet usufruit? Eh bien, on va le faire économiquement, pas à partir de barèmes fiscaux ou je ne sais quoi d'autre. Il va être valorisé à partir du loyer. C'est-à-dire qu'on dit, vous allez laisser un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à l'occupant. Eh bien, ces années-là, on fixe le loyer du bien, on va l'indexer sur la durée, on le fait augmenter en général d'1,5% par an. Et cette masse de loyer sur la durée, on va l'actualiser et retirer le ratio de charge immédiatement qui incombe au propriétaire. Et c'est cette valeur économique qui va représenter la valeur d'usage que vous laissez à l'occupant, à votre vendeur, et que vous allez déduire de la valeur du bien. Donc, ça revient effectivement à être, encore une fois, pré-réglé de la totalité des loyers, 100% des loyers, sous forme de réduction de prix. Et c'est donc la décote dont vous allez bénéficier sur le bien. Il y a deux cas de figure qui peuvent se produire avec un usufruitier qui serait un senior, qui est senior, ce qui est la majorité des cas. Hein. Le premier cas de figure, c'est qu'il décède prématurément par rapport au délai qui a été fixé dans l'acte. Et le deuxième, c'est qu'il souhaite prolonger un peu son bail. Premier cas de figure, effectivement, vous êtes parti sur 15 ans, vous avez été pré-réglé, hein, le loyer a été tiré sur 15 années, il a été déduit de la valeur du bien, et patatras, le vendeur décède au bout de 10 ans. Vous allez donc là récupérer le bien 5 ans plus tôt. Hein, l'usufruit va s'éteindre automatiquement, hein, juridiquement parlant, il s'éteint avec le décès de son détenteur, et vous devenez plein propriétaire automatiquement, dans la seconde où l'usufruit s'est éteint. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, votre vendeur vous a pré-réglé 15 ans de loyer sous forme de réduction de prix, hein, sous forme de décote, mais il n'en a consommé que 10. Donc, vous allez restituer à ses ayants droit les 5 années qu'il n'a pas consommées, mais pré-réglées. Mais sur ces 5 années, vous allez en conserver un tiers. C'est-à-dire que l'idée est de dire, j'encaisse tous les loyers par avance. Si je dois en rendre, je rends, mais je ne rends pas tout. Je vais conserver un tiers des loyers de la valeur résiduelle à restituer. Ce qui fait qu'évidemment, la rentabilité de l'opération va augmenter. Deuxième cas de figure plus rare, mais qui lui aussi est sécurisé, c'est le cas où la personne qui est dans le bien au bout de 15 ans souhaiterait rester encore un peu dans le bien
Et ça, on le prévoit aussi dès le départ, hein, c'est prévu dans l'acte. Dans ce cas de figure-là, c'est que ce vendeur va souscrire une assurance au moment où il va vendre la nue propriété. Il va souscrire une assurance qui va s'enclencher au terme de l'usufruit, c'est-à-dire au bout de 15 ans dans l'exemple que vous voyez là, et qui va verser une indemnité au nu propriétaire, à l'acheteur, tant que le bien est occupé. C'est-à-dire s'il reste 1 an de plus, 2 ans de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus, tous les mois, le nu propriétaire va percevoir cette indemnité qui est calculée de telle sorte qu'elle protège en fait le TRI, hein, la rentabilité de l'opération. Ce qu'il faut savoir, la petite cerise sur le gâteau, c'est que si l'occupant, au bout de 15 ans, qui a souscrit cette assurance, souhaite quitter le bien, il aura alors, dans ces cas-là, plus de 92 ans. Hein. Il quitte le bien pour partir en maison de retraite ou en EHPAD. C'est lui qui perçoit à ce moment-là cette indemnité mensuelle et qui lui est versée jusqu'à la fin de ses jours et qui cofinancera sa maison de retraite. Donc voilà le principe, c'est de bien s'assurer de protéger la rentabilité de l'opération pour l'investisseur. Donc, en résumé, hein, le principe, c'est un démembrement temporaire. Vous achetez la nue propriété, vous laissez un usufruit temporaire à votre vendeur et une assurance derrière vous couvre en cas de volonté de la part du vendeur d'occuper le bien un peu plus longtemps. Si ça se termine plus tôt, vous avez un TRI qui augmente parce que vous allez avoir un abattement sur la valeur des loyers, sur le complément que vous aurez à restituer du fait d'une récupération prématurée du bien. Alors, voilà le principe de la solution. Maintenant, en quelques mots, quels sont les avantages de la nue propriété ? Alors, vous allez voir, ils sont assez nombreux, hein, surtout quand on compare avec le locatif. Je reprends un exemple. Voilà, imaginons, pour avoir des chiffres ronds, la valeur d'un bien d'1 million d'euros, hein, sa valeur vénale, sa valeur de marché. Vous allez l'acheter en laissant un usufruit temporaire de 15 ans à votre vendeur. Cet usufruit temporaire vaut 35% de la valeur du bien, hein, économiquement parlant. Donc, vous allez bénéficier de 350 000 euros de décote. Vous allez acheter le bien 650 000 euros. Ces 350 000 euros correspondent au loyer sur 15 années. Et donc, cela revient à sécuriser tous vos loyers. Au lieu de percevoir, d'acheter le bien 1 million d'euros et de percevoir des loyers tous les ans de locataire pendant 15 ans, avec les risques que ça suppose, la fiscalité que ça suppose, etc. etc. Là, vous êtes pré-réglé tout de suite de tous ces loyers sous forme de réduction de prix. Donc, vous avez bien perçu 100% des loyers net d'impôts parce qu'ils ne passent pas par la case fisc. Il n'y a pas de revenus fonciers qui font l'objet d'une fiscalité. Hein, ils sont perçus sous forme de réduction de prix. La plus-value sera calculée à partir de la valeur pleine propriété, c'est-à-dire que vous avez acheté 650 000 euros le bien, qui vaut 1 million d'euros. Le jour où vous récupérerez le bien, le fisc considérera que la plus-value démarre à partir d'1 million d'euros. L'usufruit a écrasé totalement la fiscalité, la décote est totalement nette d'impôts, elle est dans votre poche. Là, les 350 000 euros, vous ne serez pas fiscalisé là-dessus. Autre avantage, tout ce qui est taxe foncière, charge de copropriété, incombe à l'usufruitier, hein, à l'occupant. Vous n'avez aucun flux à régler, il n'y a pas de charge de copro, il n'y a pas cette taxe foncière et donc vous n'aurez pas la hausse éventuelle sur 15 ans de ces charges de copro, de la taxe foncière. Tout ça reste à la charge de l'usufruitier. Seules les grosses réparations au sens de l'article 606 incombent au nu propriétaire, sachant qu'elles se résument à l'enveloppe du bien, de l'immeuble, c'est-à-dire structure, toiture, hein, tout le contenu de l'immeuble est pour l'usufruitier, un ravalement de façade est pour l'usufruitier. C'est vraiment ce qui va intéresser l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale qui incombe au nu propriétaire. Autant dire très, très peu de choses.
Autre avantage, les frais de notaire, vous n'allez pas les payer sur les droits, ce qu'on appelle les droits de mutation, vous n'allez pas les payer sur la valeur de la pleine propriété, mais vous allez les payer sur la valeur de la nue propriété fiscale. Il y a un barème, mais c'est assez proche de la valeur de la nue propriété économique. Et donc là, encore une fois, un gain substantiel, hein, parce que quand on paye 7,5% de droits de mutation, eh ben, vous allez gagner 7,5% de la décote. Hein. Donc c'est ce qui correspond, si on compare au loyer net, c'est à peu près un an et demi de loyer net, rien qu'en en gain de frais de notaire. Et puis surtout, vous n'avez aucun souci de gestion. Hein. Vous avez quelqu'un qui est dans le bien, qui est attaché, puisqu'il a voulu le conserver. Et vous êtes loin et vous n'avez pas à vous en occuper. Vous récupérez le bien le jour où vous arriverez au terme du démembrement. Donc, le principe de la nue propriété ancienne, ce qu'il y a vraiment d'intéressant du point de vue d'un placement, hein, d'un investissement, c'est qu'il a un couple rendement-risque assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en général, quand on veut de la sécurité, on fait peu de performance. Quand on veut de la performance, on est plutôt à risque. Et là, vous allez coupler un investissement sécurisé, parce que vous allez acheter un bien, de la pierre, un appartement avec une décote, une forte décote. Donc, vous allez protéger votre capital, vous allez sécuriser votre opération, et en même temps, vous allez prendre toute la performance du locatif, hein, puisque la décote, elle correspond aux loyers qui vous sont prépayés. Et vous ajoutez à ça en plus l'effet de levier sur l'évolution du marché, parce que vous achetez 60 un bien qui vaut 100, mais la hausse du marché, elle est sur 100. Donc là, vous allez avoir un effet de levier par rapport aux 60 que vous avez mis. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le coût de rendement risque qui est assez extraordinaire sur ce type d'investissement. En résumé, ce qu'il faut retenir, vous achetez un actif tangible, c'est de la pierre, avec des cotes, hein, ce qui correspond à vos loyers qui sont garantis. Vous avez donc votre capital, parce qu'avant de penser à gagner de l'argent, il faut déjà penser à ne pas en perdre. Donc vous avez quasiment un produit à capital garanti, là. Et vous allez percevoir toute la performance. Pourquoi toute la performance? Parce que là, vous ne savez pas, j'investis dans un fonds d'investissement où il y a des frais de gestion qui sont prélevés tous les ans pendant des années, ou n'importe quel type de produit financier. Là, non. Là, c'est vous qui prenez toute la perf de toute la hausse du marché, s'il y a hausse, et toute la décote défiscalisée. Et la seule condition pour faire ce type de choses, ce type d'investissement, c'est d'être un investissement de long terme. Il ne faut surtout pas avoir envie de vouloir récupérer le bien au bout de 2, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas du tout l'esprit de la vie, fera peut-être que vous le récupérez plus tôt, mais en tous les cas, il faut vraiment être dans une logique de long terme, de constitution de patrimoine. Je vous ai mis un petit cas pratique, hein, pour illustrer mon propos. Donc, sur un bien sur lequel on a fait une opération. Voilà un bien qui était situé dans le 10e arrondissement à Paris, de 130 mètres carrés, qui a été estimé à 1,6 million, valeur de marché, valeur libre. On a fixé un loyer de 32,50 € du mètre carré, indexé le loyer à 1,5, avec le taux d'actualisation et le ratio de charge de 13%. Vous voyez ici, pour ceux qui voient la présentation, les montants des loyers année après année, hein, qu'on a valorisés. C'est-à-dire la première année, il y a 51 000 € de loyer, et puis qui augmente d'1,5% pour que la 15e année, la valeur des loyers de la 15e année, c'est presque 63 000 €. C'est cette masse de loyers qu'on additionne, hein, qu'on actualise, et qui nous donne la valeur de l'usufruit. En l'espèce, 620 000 €, valeur d'usufruit sur 15 ans de loyer sur ce bien, déduit de la valeur de la pleine, ça nous donne la valeur de la nue propriété, 980 000, plus les honoraires de Monetivia, ce qui a fixé le prix de la nue propriété à 1 025 000 € pour un bien qui valait 1,6 million, soit 36% de décote, avec 15 ans d'usufruit. Un exemple, en cas de récupération prématurée sur ce bien, par exemple, imaginez qu'au bout de 10 ans, le bien soit libéré parce que la personne qui est dans le bien décède. L'usufruit s'éteint. La valeur résiduelle de l'usufruit des 5 dernières années, c'est 250 000 €.
qui vous ont été donc prépayés dans la décote. Là-dessus, un abattement de 34% est appliqué et vous allez verser 165 000 euros au lieu de 250. Donc, vous avez gagné 85 000 euros supplémentaires du fait d'une récupération 5 ans plus tôt du bien, ce qui vous fait une décote de 28% au total. Vous aurez payé 1 million, j'ai dit 1 million 25 plus 165, 1 million 190 000 euros, ce qui fait 28% de décote par rapport à 1,6 million. Toutes choses égales par ailleurs, en partant du principe que le bien n'a pas bougé en 10 ans, hein, qu'il est resté à 1,6 million. Et donc un TRI, une rentabilité sur l'opération de 3,40 net, hors fluctuation immobilière. Voilà le type d'opération que vous pouvez mener. Donc, avec Monetivia, qui propose ce type de biens, d'actifs. Et pourquoi est-ce qu'on fait de l'investissement en nue propriété? Quelles sont les principales motivations, les objectifs, hein? La première, c'est évidemment, un premier objectif, c'est un merveilleux outil de préparation, de constitution de patrimoine pour préparer la retraite, hein. Quand on est quadra, trentenaire, quadra, quinquas, acheter sous ce format pour, lorsqu'on sera à la retraite, avoir du capital qui aura travaillé ou un revenu parce qu'on mettra bien en location, un complément de revenu. C'est un très bon moyen de préparer sa retraite. C'est aussi un très bon moyen de donner, hein. Le démembrement, la nue propriété est un très bon outil aussi d'optimisation fiscale pour tout ce qui est transmission, parce qu'évidemment, vous allez réduire, voire neutraliser les droits à payer en bénéficiant d'abattements et en achetant en nue propriété, en donnant la nue propriété plutôt qu'un bien en pleine propriété. Donc, c'est beaucoup plus utilisé. On a beaucoup de parents qui achètent de la nue propriété pour le donner à leurs enfants. Autre motivation, acheter pour soi, pour l'avenir. Alors, je préconise plutôt de faire ça sur les résidences secondaires plutôt que les résidences principales, parce que acheter en nue propriété, qui est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un investissement de long terme, nul ne sait dans 10 ou 15 ans où il en sera dans sa vie privée, professionnelle, etc. Donc, tabler sur le fait que vous allez récupérer et habiter ce bien dans 10, 15 ans ou 20 ans, c'est assez audacieux. En revanche, une résidence secondaire, si on veut acheter sur la côte, un pied-à-terre à Paris ou dans une grande ville à Paris, en France, ou dans le sud de la France, sur la côte atlantique, ça, pour le coup, effectivement, ça peut faire du sens d'acheter aujourd'hui avec une forte décote pour la récupérer à la retraite ou quand vous serez de retour. Et puis, c'est évidemment, c'est souvent appelé un investissement coffre-fort, hein, parce qu'effectivement, c'est un bon moyen de placer son argent sans risque, sans avoir à s'en occuper et en créant de la rentabilité. Alors, investir en nue propriété, la nue propriété, ça se décline sous différentes formes, hein. On peut acheter la nue propriété en laissant un usufruit temporaire et récupérer au terme le bien. On peut acheter la nue propriété avec un usufruit temporaire et puis, au-delà de cet usufruit temporaire, avoir bénéficié de l'indemnité de l'assurance si le vendeur a souhaité garder cette faculté de prolonger son bail dans le bien. On peut aussi acheter de la nue propriété en laissant un usufruit à vie à son vendeur sans mécanisme de complément de prix ou d'assurance. On prend son risque, il y a plus d'aléas, c'est qu'on on a une propension au risque plus forte. On ne sécurise pas l'opération, c'est juste on achète la nue propriété et on laisse un usufruit au vendeur et on récupérera à son départ, probablement à son décès. Donc, il y a plusieurs types en fonction de votre proportion à prendre des risques, il y a plusieurs types de formats possibles. Et puis voilà, après, on peut comparer par rapport au neuf, c'est que le démembrement existe dans le neuf. Alors, le neuf, c'est plus cher, évidemment, parce que c'est du neuf, donc il y a une surcote à l'entrée. L'avantage de le faire dans l'ancien, c'est que là, vous partez de valeurs de marché, hein. Vous pouvez comparer avec ce qui se fait, l'immeuble d'à côté, les valeurs vénales des biens, à partir desquels ont été calculés les démembrements. Et puis dans le neuf, c'est souvent c'est même toujours du logement social, hein. L'usufruit n'est pas détenu par un particulier, c'est un bailleur social qui a cet usufruit et qui met en location le bien, qui fait du logement social.
En général, c'est en périphérie des villes, parce qu'il y a un problème de foncier. Là où dans l'ancien, l'avantage, c'est l'appartement de monsieur et madame tout le monde. Hein. C'est beaucoup plus diffus. C'est une offre qui est presque sur mesure. C'est-à-dire que vous voulez acheter dans tel arrondissement, dans une ville, ou vous voulez acheter sur la côte. Voilà, ça sera souvent intramuros, ça sera souvent des biens très liquides qui permettent derrière de ressortir si vous le souhaitez. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur la nue propriété. J'en ai fini. C'est particulièrement adapté aux expatriés. J'ai moi-même été expatrié quelques années, donc je peux en attester que effectivement, quand on est loin, une solution idoine comme celle-là, on place son argent, on prend date, on prépare son retour en France pour ceux qui comptent rentrer. Et puis, on n'a aucun flux financier, aucune gestion locative. Voilà, on n'a absolument rien à faire. Et c'est un très bon moyen oui, ce que je disais, de préparer son retour et de se constituer son patrimoine. J'en ai fini pour la présentation. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer aux questions. Si vous avez des questions et de démarrer dans le chat, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez. J'y réponds avec grand plaisir. Alors, je vois qu'il y a donc les premières questions qui arrivent. La première de Maëlys Pernaud. Quel type de biens proposez-vous? Peut-on les visiter? Alors, tout de suite, peut-on les visiter? Oui, tous nos biens sont visitables. C'est l'avantage de l'ancien, c'est qu'ils existent. Vous n'achetez pas sur plan ou sur ce qu'on appelle en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Donc, oui, tous les biens sont visitables. Quel type de biens on propose? On propose tout type de biens qui revêt une des deux caractéristiques suivantes, soit des biens qui sont très liquides, donc qui sont intramuros, qui se louent facilement, qui se revendent facilement, soit qui ont une valeur patrimoniale forte, c'est-à-dire en fonction de leur localisation. Ils sont dans des zones où on pense qu'effectivement, il y a sur les côtes, par exemple, souvent, on peut s'attendre à ce que le bien se valorise avec le temps. Voilà, on ne propose pas de biens qui sont dans la pampa ou de faibles factures sur des actifs qui, sur le long terme, ne font pas vraiment de sens pour un investisseur. Pour le jour où il le récupérera, où il se dira ouais, ce bien-là n'a pas plus d'intérêt que ça. L'idée, c'est véritablement de se mettre dans une logique de long terme et de récupération et de se dire voilà, quand j'aurai ce bien-là, je pourrai facilement le louer, facilement le revendre ou facilement prendre ma plus-value sur l'actif, sachant qu'on en a pour tous les budgets. Hein, ça va aller de prix nue propriété à partir de 150 200 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros en nue propriété. Question de Jessie. Est-ce que je peux acheter ma future résidence principale pour ma retraite avec cette formule? Alors, j'ai un peu répondu à la question tout à l'heure. Je déconseille personnellement d'investir en nue propriété avec cet objectif-là, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire comme on est sur du long terme, vous êtes en plus expatrié, écoutez, savoir quand est-ce que dans 10-15 ans, vous serez à cet endroit et que ça vous arrangera d'habiter là à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Ce qui est sûr, c'est qu'en achetant en nue propriété, au moins quand vous rentrerez et que vous récupérerez le bien, là où vous serez, vous aurez un capital pour acheter exactement le bien que vous souhaitez. Donc, c'est plutôt, je dirais plutôt pour une résidence secondaire. Qui paye l'assurance Allianz? Question de Camille. Qui paye l'assurance Allianz? C'est le vendeur. C'est le vendeur qui va souscrire cette assurance à votre bénéfice. C'est vous qui êtes le bénéficiaire du contrat, vous, acquéreur de nue propriété, mais c'est le vendeur qui la paye. C'est une prime unique. Hein, c'est payé chez le notaire. Quand vous achetez la nue propriété, il y a l'acte authentique notarié d'acquisition, comme une transaction immobilière classique. J'achète le bien immobilier. Et à côté, il y a le contrat d'assurance qui est évidemment mentionné à l'acte, et le contrat d'assurance dont vous êtes bénéficiaire et qui s'activera si, au terme de l'usufruit, le vendeur est en vie et s'il est en vie, il s'activera et vous percevrez cette indemnité s'il continue à occuper le bien. Sinon, c'est lui
qui percevra cette indemnité. Comment est calculée l'indemnité mensuelle versée par Allianz? De combien de temps dispose le nu propriétaire pour régler le complément en cas de récupération prématurée? Alors, excellente question, je ne l'ai pas précisé, vous avez raison. Alors, question de Louis. Alors, comment est calculée l'indemnité mensuelle versée par Allianz? C'est très simple. L'idée, c'est de maintenir le TRI de l'opération. C'est que vous ne soyez jamais perdant du fait que ça dure plus longtemps. Vous devez être. Le principe, c'est vous êtes parti sur une durée, c'est votre décote. Au terme, vous devez être assuré d'avoir un revenu, hein, soit parce que vous avez récupéré le bien, vous le mettez en loc, soit parce que vous avez cette indemnité, soit parce que vous revendez le bien. Cette indemnité, pour que vous ne soyez pas perdant, elle est calibrée pour. On fixe 3% immédiatement, minimum. Garantie d'indemnité. Et ces 3% vont travailler pendant toute la durée d'usufruit. Hein, ils vont être revalorisés par Allianz et de façon capitalisée pendant toute la durée d'usufruit, ce qui fait que quand l'assurance s'activera, l'indemnité s'activera au terme de l'usufruit, eh ben vous aurez 3% plus les revalorisations et qui vous seront versées donc sur une base mensuelle. De combien de temps dispose le nu propriétaire pour régler le complément en cas de récupération prématurée? Le principe, c'est que ce complément à verser, on veut vous laisser le temps, évidemment, et tout ça est prévu à l'acte. Vous avez 6 mois pour verser le complément à partir du moment où vous avez récupéré le bien. Donc, ça veut dire que si décès il y a, les ayants droit ont 2 mois pour libérer les lieux, et ensuite, vous avez les clés du bien, vous avez récupéré, et là, vous avez 6 mois pour verser ce complément. Pourquoi 6 mois? Pour vous laisser le temps soit d'emprunter pour ceux qui veulent emprunter. Donc ça, c'est très facile à faire parce que le complément, il représente. Là, vous êtes devenu plein propriétaire. Donc le complément à verser, il représente une part faible de la valeur de la pleine. Donc c'est assez facile d'aller emprunter de l'argent pour financer ça. Ou alors, pour beaucoup d'investisseurs, eux, revendent le bien, en fait, immédiatement pour prendre leur plus-value nette d'impôt immédiatement. Et donc, pour leur laisser le temps, c'est pour ça qu'on part de 6 mois pour verser ce complément. Question de Xavier. Quel est l'avantage de la nue propriété comparé au viager? Eh bien, tout simplement que c'est beaucoup moins risqué. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins risqué. Donc, ça veut dire, pour être tout à fait précis, qu'en faisant un viager, vous prenez plus de risques, donc vous pouvez faire plus de gains. Hein, c'est toujours pareil par rapport à risque, parce que là, s'il y avait un décès très prématuré, vous n'avez rien à remettre. Donc, vous ferez plus de rentabilité. En revanche, si ça dure plus longtemps, le viager, c'est on paye une rente tous les mois. On paye. Si ça dure et que vous avez Jeanne Calment dans l'appartement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et donc, c'est vraiment une question de risque pour l'investisseur. La nue propriété, c'est vous payez une fois. La décote correspond à l'équivalent des loyers sur la période et vous n'avez plus rien à payer de plus derrière, surtout qu'en plus, tout ce qui est taxe foncière et charges de copro, vous les payez quand vous faites un viager, ce qui n'est pas le cas d'un nu propriétaire. Question d'Anne. Peut-on faire un emprunt pour acheter la nue propriété? Alors, je vais être très prudent pour répondre à cette question, compte tenu du fait que nombre d'entre vous sont aux États-Unis aujourd'hui. Nous avons avec nous des personnes du Canada, des États-Unis, du Mexique, et puis sans doute d'ailleurs, mais c'est surtout l'Amérique du Nord. Alors, ce qu'il faut savoir, le principe, c'est que oui, on peut emprunter pour acheter, pour investir en nue propriété. La particularité, c'est que la banque ne va pas prendre en garantie la nue propriété. Elle va vous demander une garantie déplacée. Garantie déplacée, ça veut dire, si vous voulez emprunter 300 000 euros, là où, dans un schéma classique, j'achète un bien pour le mettre en locatif, j'emprunte 300 000 euros, la banque va mettre une hypothèque sur le bien que vous achetez pour se prémunir d'un défaut de paiement au titre de sa garantie. Là, elle va prendre une garantie, elle ne peut pas le faire sur la nue propriété, ou plutôt, elle ne veut pas le faire sur la nue propriété parce qu'elle n'a pas l'usufruit. Et donc, elle va vous demander une garantie déplacée, c'est-à-dire de fournir une autre garantie, un autre actif immobilier sur lequel vous n'avez pas de dette, ou du financier, c'est-à-dire nantir un contrat d'assurance vie ou je ne sais quoi, hein, qui va lui servir de garantie pour s'assurer du bon règlement et du bon remboursement de son emprunt. Donc, il faut être capable
d'avoir des actifs en France, puisque vous achetez en France, d'avoir des actifs qui puissent servir de garantie si vous voulez emprunter pour financer de la nue propriété. Question de Philippe. Pouvez-vous clarifier la différence entre la nue propriété et le viager? Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Il y a 2 questions. Et comme elle a été posée 1 minute après la question d'avant, je pense que j'ai répondu à cette question. Mais si jamais, Philippe, je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à reposer la question. Du coup, je reviendrai dessus. Question de Victor. Que se passe-t-il en cas d'incendie, destruction du bien? Alors, en cas de destruction du bien, donc d'un appartement dans une copropriété ou d'incendie, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est assuré. Hein, c'est exactement comme dans du locatif. Le syndic de copro, c'est-à-dire l'immeuble est assuré. L'occupant est assuré comme un locataire. Et vous-même, vous prenez ce qu'on appelle une PNO, propriétaire non occupant, et vous êtes assuré aussi. Donc, une PNO, ça coûte 50 € ou 80 € par an. Hein. Et donc, tout ce qui est dégâts du type incendie, destruction de biens, dégâts des eaux, je ne sais quoi, c'est les assurances qui prennent en charge ce type de rénovation. Donc, il n'y a pas de sujet particulier de ce point de vue-là. Question de Christine. Après avoir mis en accord un usufruit de 15 ans, mais la personne décède après 5 ans, et je n'ai pas l'argent pour rembourser les 10 ans de loyer. Moins le tiers. Que faire? Eh bien, que faire? Il faut vendre le bien dans ces cas-là. Il faut vendre le bien et prendre votre plus-value nette d'impôt immédiatement. Et c'est pour ça que vous disposez de 2 plus 6 mois, donc 8 mois, pour pouvoir le faire. Ou alors, comme vous pouvez emprunter, hein, si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, vous pouvez emprunter pour financer ce complément. Et sachant qu'encore une fois, en mettant un locataire dedans, là, vous revenez dans un schéma, vous êtes devenu plein propriétaire, vous revenez dans un schéma locatif, si vous voulez le mettre en location, et qui paiera, du coup, la banque prendra en garantie le bien et le loyer paiera pour partie le remboursement du crédit. Question de Mélissa. Bonjour, que se passe-t-il si le nouveau propriétaire souhaite disposer de son bien au terme du délai convenu, mais que l'ancien propriétaire veut rester et prolonger? Eh bien, à ce moment-là, il s'est couvert, il a souscrit cette assurance qui vous verse une indemnité tous les mois et qui, du coup, vous permet d'avoir la rentabilité de l'opération qui se maintient, en fait, voire même s'améliore avec le temps. Mais ça, c'est prévu contractuellement dès le départ. Vous le savez, dès le départ, vous partez sur le long terme, sur 15 ans, vous savez que ça peut durer plus parce que vous aurez cette indemnité, donc vous êtes assuré d'avoir un revenu au bout de 15 ans. Question de Julie. Que se passe-t-il si le marché de l'immobilier vient à dégringoler de par la situation économique? Est-ce que la valeur du bien sera revue à la baisse pour les années restantes? Alors, réponse non. C'est une bonne question. Effectivement, vous faites un investissement immobilier, donc par définition, vous êtes sujet au risque immobilier. Hein, donc, si le marché venait à baisser, vous avez acheté un actif qui baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez acheté avec des cotes. Donc, avec des cotes, ça veut dire que la baisse du marché, elle doit être suffisamment importante pour que vous commenciez à être impacté sur votre capital. Et ça, sur le long terme, sachant que vous êtes sur un investissement de long terme. Donc, il faudrait, grosso modo, que le marché dévisse sur la durée. Mais si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'y aura pas que ça qui va dévisser. Mais pour répondre à votre question, vous êtes en risque immobilier par définition à partir du moment où vous achetez un appartement. Question de Catherine. Quels travaux seront la responsabilité de l'acheteur pendant la période d'usufruit? Alors, ce sont les travaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui relèvent du 606, c'est-à-dire de l'article 606, c'est-à-dire ceux qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. C'est-à-dire c'est le contenant, c'est l'enveloppe de l'immeuble,
la structure, le bâti, hein, s'il y a une reprise de fondation, ce genre de choses, et la toiture. Voilà. Tout ce qui est à l'intérieur, chaudière, ascenseur, et même, ce que je disais tout à l'heure, ravalement de façade, qui est on ne touche pas à la structure, au bâti lui-même, on nettoie. Tout ça, c'est pour l'usufruitier. Question de Pascal. Puis-je revendre une propriété en nue propriété? Et si oui, quelles sont les conditions? Oui, vous pouvez, il y a un marché secondaire. Par définition, la nue propriété est un marché secondaire, hein, puisqu'on détermine une durée d'usufruit. Si vous avez acheté la nue propriété et avec 15 ans d'usufruit et que dans 5 ans, vous avez besoin de récupérer de l'argent et vous voulez ressortir, et ben vous allez revendre la nue propriété avec 10 ans d'usufruit. Donc, mécaniquement, la nue propriété aura pris de la valeur. Puisque les 10 ans d'usufruit correspondent à 10 ans de loyer déduits de la valeur du bien. Donc, si toute chose égale par ailleurs, la nue propriété va prendre de la valeur. Après, le bien aura pu aussi en 5 ans prendre de la valeur. Mais oui, c'est possible de revendre la nue propriété. Ce qu'il faut juste savoir, pour être tout à fait complet, c'est que le traitement fiscal ne va pas être tout à fait le même. Si vous achetez une nue propriété et que vous la revendez en pleine, le prix de revient pour le fisc, c'est la pleine. Donc, j'achète 600 000 euros, un bien d'1 million d'euros, 600 000 euros en nue propriété, je le récupère, je le revends, le fisc considère que vous l'avez acheté 1 million d'euros. Il va prendre la valeur de la pleine parce que vous revendez la pleine. Mais si jamais vous revendez la nue propriété, là, à ce moment-là, le fisc va prendre la valeur de la nue propriété que vous avez achetée. Donc, si vous l'avez acheté 600, que vous la revendez 650 ou 700 au bout de 5 ans, à ce moment-là, le fisc va considérer que vous avez fait 100 000 euros de plus-value parce que vous avez acheté, vous vendez de la NuPro, donc il prend la NuPro comme prix de revient. Ce qui n'est pas du coup tout à fait la même chose. Question de Marie-Pierre. En cas de retour anticipé en France, peut-on récupérer l'intégralité de son logement en réduisant la durée du usufruit accordé? Quelle est la durée minimum possible? Alors, non, bien sûr que ce n'est pas possible si vous partez sur un contrat, un démembrement de 15 ans et que vous rentrez au bout de 5, vous ne pouvez pas dire à la personne qui est dans le bien, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous, madame, pouvez-vous quitter le bien, je veux récupérer le bien. Non, le contrat, il est sur l'usufruit temporaire que vous avez laissé à votre vendeur. En revanche, vous pouvez aller investir sur des nues propriétés plus courtes pour vous assurer de récupérer le bien plus vite. Et donc, on fait des démembrements qui vont aller au minimum de 5 ans. Mais voilà, on en a quelques-uns, mais c'est clairement pas la majorité, d'autant moins que quand on fait ce type d'investissement, on veut le maximum de décote, donc on prend plutôt des durées longues. Parce qu'évidemment, plus la durée est courte, moins vous aurez de décote sur le bien. Donc, on va faire, nous, des démembrements entre 5 et 25 ans, grosso modo. Question de Reza. Quelles sont les charges pour le propriétaire et quelles sont les charges pour le locataire? Donc, je crois avoir répondu à cette question. Tout ce qui est charges de copro de fonctionnement, c'est pour l'usufruitier, que vous appelez locataire dans votre message. Donc, c'est l'usufruitier qui paye tout ça. C'est lui qui paye la taxe foncière, taxe d'habitation, bien sûr, parce qu'il occupe le bien. En tant que nu propriétaire, vous n'avez normalement rien à payer en dehors je dis normalement parce que en dehors des grosses réparations éventuelles qui se résument à l'article 606 et donc à la structure et à la toiture. Question de Carole. Que se passe-t-il si l'acheteur décède avant la fin du usufruit? Eh bien, il a acheté la nue propriété du bien. Elle est dans son actif successoral. Ce sont ses ayants droit qui récupéreront la nue propriété et qui donc récupéreront la pleine au décès de l'usufruitier. C'est un actif, c'est exactement comme si vous aviez acheté l'appartement et l'acheteur décède, et ben c'est dans son, ça va, dans son héritage, dans l'héritage de dans sa succession. Question de Frédéric. Un tel investissement est-il dépréciable fiscalement parlant et assimilé à un immeuble de rapport au vu de la fiscalité US? C'est une très bonne question auquel on pourra répondre spécifiquement parce qu'évidemment, chaque pays a ses spécificités.
le traitement fiscal d'une nue propriété acquise en France et donc faisant partie de son patrimoine international lorsqu'on est résident aux US, à partir du moment où elle ne déclenche pas de revenus, puisqu'il n'y a pas de loyer en face, ce n'est pas comme un investissement locatif, d'après moi, n'a pas d'impact fiscal du point de vue US, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que comme il n'y a pas de revenus, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une fiscalité particulière aux États-Unis. Question dans le cas, est-ce que le locataire peut louer, sous-louer? Alors, est-ce que l'usufruitier peut louer? Oui, l'usufruitier peut louer le bien parce qu'il est usufruitier. Usufruit, c'est usus, j'ai l'usage du bien. Fructus, j'ai le fruit du bien. Le fruit du bien, c'est je peux le mettre en location. Et à ce moment-là, c'est moi, usufruitier, qui perçois les loyers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il ne peut pas le faire n'importe comment. Cette mise en location est encadrée. Et encadrée, ça veut dire qu'il ne peut passer que par un professionnel de l'immobilier s'il souhaite mettre le bien en location, à défaut Monetivia, ou alors un autre, n'importe quelle agence choisie par les deux parties, vendeur et acheteur. Ceci pour se prémunir évidemment d'une mauvaise location, avec un mauvais loyer qui ne serait pas au marché, ou d'un copain qui aurait été mis dedans, ou je ne sais quoi. Donc, il ne peut pas mettre en location le bien seul sur longue durée, sous peine d'inimposabilité du bail. Question de Catherine, est-ce que toute propriété peut être achetée en nue propriété comme en tontine, SCI, etc. Alors, toute propriété peut être achetée en nue propriété, c'est-à-dire que si le propriétaire veut vendre la nue propriété de son actif, il peut, bien sûr qu'il peut le faire. Tout actif immobilier peut être démembré et donc vendu en nue propriété avec conservation d'un usufruit de plus ou moins long terme. Question de Philippe. Bonjour, doit-on déclarer la nue propriété dans la déclaration de patrimoine de l'impôt sur la fortune immobilière? Alors oui, vous devez déclarer, l'usufruitier va garder lui la valeur de l'usufruit fiscal dans son patrimoine et le nu propriétaire va rentrer la valeur de la nue propriété fiscale. C'est un barème, c'est le barème 669 qui est le barème qu'utilise le fisc pour donner des valeurs à chaque droit, usufruit et nue propriété en fonction de la durée d'usufruit, en fonction de l'âge des vendeurs. Donc, et chacun rentre ça dans son patrimoine. Il est évident que si vous mettez de la dette en face, ça écrase l'actif et donc par définition ne rentre pas dans l'IFI. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. 48 minutes. Normalement, j'ai droit à 45. J'ai un tout petit peu dépassé. Donc, je vais quitter je vais rendre l'antenne, comme dirait l'autre. Il me reste à vous remercier. N'hésitez pas, ceux qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, j'y répondrai derrière. L'UFE me transmettra les questions et elles seront évidemment elles seront traitées. Si vous voulez entrer en contact avec Monetivia, vous avez des questions, vous avez l'adresse contact@monetivia.com. N'hésitez pas, si vous vous intéressez à ce type d'investissement, si vous avez des projets, si vous voulez être accompagné, on est évidemment là pour vous aider et vous proposer des belles choses. Merci à l'UFE. Dernière chose à préciser, vous allez tous recevoir cette vidéo en replay, puisque l'UFE envoie à tous les participants et tous les inscrits la vidéo dans les 48 heures, je crois, à chacun. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et à très très bientôt. Merci, au revoir.